La stratégie que j'ai envie de déployer, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se le permettre, c'est give to get. Vous êtes passé de 0 à... Vous venez de fêter votre 1 000 000 € de chiffre d'affaires. Ce que j'imaginais en termes de vente, ça a totalement changé lorsque j'ai compris ça. Et c'est pour ça que je m'éclate dans mon travail de commercial. Donc aujourd'hui, c'est quoi tes canaux principaux d'acquisition? Si tu devais garder qu'un seul canal aujourd'hui, imaginons que tu repars de 0, donc tu garderais quoi? Salut Sam. Hello Nico. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Avec J'ai plaisir. décidé de t'inviter parce que ça fait pratiquement 1 an qu'on accompagne le podcast avec Better Founder. Et je me suis dit que ce serait hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de comprendre comment Uppercast aujourd'hui, vous êtes passé de 0 à... Vous venez de fêter votre 1 000 000 € de chiffre d'affaires. Donc, félicitations pour ça. Merci. C'est un beau milestone. Ouais, c'est cool. Et puis, essayer de comprendre un petit peu les étapes pour en arriver là, pour que les entreprises qui nous écoutent, qui n'ont pas encore votre succès, potentiellement, ils puissent s'en inspirer. Et si c'est OK pour toi, on va un peu découper tout ça, on va un peu comprendre comment ça a fonctionné, étape par étape. Ok. D'abord, je veux bien que tu te présentes, toi et ton entreprise, pour que les gens comprennent ce que tu fais, et puis votre ambition aussi. Ok. Alors moi je suis Samuel, je suis l'un des 4 heureux associés de Uppercast. Uppercast, c'est une société de production audiovisuelle qui travaille avec des annonceurs, des agences sur tout ce qui est création de contenu. Là où on se spécialise, c'est qu'on est vraiment expert de la réalisation et de la diffusion en direct. On a un plateau TV à demeure, on a 2 plateaux de podcast qu'on vient de construire aussi. Donc voilà, sur cette création de contenu, sur tout ce qui est création de contenu, on va vraiment apporter de la valeur à nos clients. Et moi, je m'occupe de la partie principalement commerciale et marketing. D'accord. Donc Uppercast, ça a été créé en 2019, c'est ça? Ouais, la première machine, parce que on parle de machine, a été créée en 2019. La société Upper Group a été construite en 2020 avec les 4 associés du coup que j'ai pas cités, Ouais. mais il y a Gabriel qui est notre CEO, Adrien, le vrai fondateur d'Uppercast, qui est notre CTO, Vincent, qui est le réalisateur attitré des Uppercast, qui a 15 ans de bouteille, et moi, Samuel. Quand tu dis que c'est un CTO qui a fondé Uppercast, je pense qu'au départ, là vous avez voulu vous différencier assez rapidement, c'est sur un aspect technique, hein. C'est ce que tu m'as raconté un petit peu en off. Ouais, tout à fait. En fait, c'est parti d'un constat. Alors, Adrien, il travaillait pour une grosse émission de télévision, si ce n'est, je pense, la plus ancienne qu'on a en France, c'est Ok. Le Jour du Seigneur. Et en fait, en voyant qu'il y avait plein de techniciens, 40 techniciens qui étaient mandatés du jeudi soir au lundi soir pour une émission, donc la messe le dimanche, pendant 2 heures, il s'est dit, mais c'est pas possible, il y a forcément des moyens plus simples pour réaliser des émissions d'une telle ampleur. Donc il a quitté son travail, il a conçu lui-même dans sa petite salle de bain une machine pour au final arriver à une régie qui permettait de diviser par 8 les machines nécessaires à une émission de télévision et qui divisait par 4 le nombre de postes nécessaires pour faire tourner cette fameuse machine, tu vois. Donc tout de suite on est parti sur une innovation qui a tout de suite été plébiscitée à la télévision, puisqu'on a tout de suite aidé Arte et France TV sur certaines émissions. Et ensuite, on s'est épaulé de Vincent, qui lui avait été un réalisateur broadcast, qui est derrière Faites entrer l'accusé, Le Mac de la santé et plein d'autres émissions, qui a vu notre innovation. Il s'est dit qu'il y avait une belle énergie, une belle possibilité aussi de dépoussiérer un peu ce milieu qu'est l'audiovisuel. Et du coup, il s'est associé à nous et on a décidé de monter cette aventure tous ensemble. Ouais, c'est ouf. Ça veut dire qu'au départ, vous avez fait une espèce de scale technique où vous avez dit, aujourd'hui, il y a on va dire un problème sur le marché, c'est que il y a beaucoup trop de matos pour faire un live, en fait, un plateau TV. Et aujourd'hui, vous avez réussi, au départ, vous avez réussi justement à résoudre ce problème, à résoudre ce point de douleur, on va dire, techniquement, ce qui vous a déjà d'entrée de jeu donné un avantage concurrentiel, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est sûr que de toute façon, pour faire une émission réussie qui est incarnée par plusieurs personnes, qui est très écrite, il y a forcément beaucoup de moyens à mettre en place. Et parfois, nous-mêmes, on a été amenés à avoir 40 techniciens sur certaines opérations. Mais c'est sûr qu'avant, on va dire le broadcast, la réalisation et la diffusion en direct étaient vraiment réservée à la télévision. Et en fait, le Covid nous a beaucoup aidé aussi, parce que tous les événements en présentiel se sont digitalisés ou hybridisés. Et en fait, il y avait encore peu de gens à l'époque qui proposaient des solutions pour les entreprises sur la partie streaming live, tu vois. Et nous, en fait, on a été très vite en hyper-croissance grâce à ça, parce qu'il y avait une forte demande. Et
Et du coup, moi et tout le reste des membres de Hoopercast, on a tout de suite su finalement trouver des clients rapidement sur cet aspect-là, parce qu'il y avait un vrai besoin. Et vu qu'on savait comment aller chercher des clients, on a mis tout en place pour avoir beaucoup de clients qui sont encore avec nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a en partie réussi à faire le million de chiffre d'affaires, quoi. Ok, super intéressant. Du coup, ça m'intéresse qu'on décortique un peu tes process aujourd'hui, notamment au niveau de la vente globalement. Alors, tu sais que moi, notre vision chez Better Founder, c'est que l'équation, on va dire, de la croissance pour une agence ou un studio, c'est assez simple. C'est 3 piliers. La vente, donc avoir des clients. La délégation, trouver les bonnes personnes, les A-players dans ta boîte qui vont te faire gagner du temps, puis monter ta boîte à la prochaine étape, on va dire. Et ensuite, la finance, gérer correctement ses finances. Et souvent, nous, ce qu'on dit, c'est que le premier pilier sur lequel il faut travailler, nous on le voit avec nos clients actuellement, c'est la vente. Et je serais assez curieux de comprendre, au départ, vous aviez cet avantage, on va dire, stratégique, qui venait de la technique. Mais qu'est-ce que toi, tu as mis en place, parce que tu es BizDev, du coup, au Parcast, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi le commercial en chef aussi. Du coup, c'est quoi finalement, par quoi tu as commencé? C'était quoi tes premiers canaux marketing déjà pour faire la lead generation, qui est la première étape, on va dire, de la vente, déjà avoir des rendez-vous qualifiés et ensuite potentiellement, évidemment, les convertir. C'est surtout ça, sur ça qu'on doit se focus. Mais déjà, comment tu as fait pour avoir les premiers contacts, etc. Qu'est-ce que tu as utilisé comme technique? Ouais, hyper intéressant. Alors en gros, nous, on savait déjà que on était de base un prestataire technique ou une boîte de production qui finalement allait épauler les agences sur tout ce qui était prestations techniques, notamment pour du live et captation en direct, etc. Donc c'était les agences, vos premiers clients? Ouais, les premiers, c'était vraiment les agences parce qu'on savait que ils avaient des besoins. Okay. Ils avaient le fond, nous on avait la forme. Ouais. Ils avaient le concept, ils avaient l'édito, c'est eux qui géraient toute la logistique des invités, qui allaient raconter quoi, comment, etc. Et en fait, comment ensuite on mettait en lumière tous ces gens-là, nous, c'était notre travail. Donc, on a tout de suite réussi à comprendre quel était notre persona, notre cible idéale, et c'était les responsables de projet ou les chefs de projet d'agence. Donc moi, j'avais, avec mon expertise d'avant, je savais comment scraper, comment trouver facilement des adresses mail, etc. Scraper, tu peux définir du coup? Ouais, scraper, c'est trouver de la donnée et récupérer les adresses mail des gens qui t'intéressent. Ok. En gros. Et en gros, donc, via LinkedIn, nous, on trouvait ces gens-là. Et très vite, moi, j'ai fait des séquences de mails. Donc, j'ai finalement automatisé un maximum de tâches qui étaient le nettoyage des données, les messages aussi. Je voulais qu'ils soient quand même assez personnalisés, mais c'était assez générique. Donc, bonjour, on est Hoopercast. On est expert de la réalisation en direct. On travaille avec telle agence, telle agence, telle agence. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Et du coup, c'était des mails que j'envoyais automatiquement grâce à Lemlist, grâce à Drop Contacts, etc. Donc, tous ces trucs-là. Okay. Et en fait, ces gens-là, vu qu'il y avait une urgence, vu qu'ils cherchaient des partenaires qui étaient et compétitifs, parce que je disais qu'on avait nos propres technologies, qu'on savait faire, qu'on avait toutes les compétences en interne, en fait, ces gens-là sentaient qu'il y avait une certaine expertise. Et de toute façon, il y avait une urgence. Donc, il fallait qu'ils s'intéressent à nous. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec énormément d'agences et même des annonceurs qui ensuite ont vu notre travail via notre site, via notre LinkedIn, etc. Et qui, dans ce sentiment d'urgence-là, sont directement allés nous voir. Donc je pense à des groupes comme EDF, comme ICAD, qui avaient envie de faire du live et qui ont vu que nous, c'était vraiment notre expertise. Donc on s'est vraiment focus sur cette expertise-là. Avant ensuite, aujourd'hui, on propose plein de possibilités en termes de création de contenu. Sur différentes formes, mais en tout cas le live a été vraiment le premier hameçon et ça reste notre expertise principale aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y avait un moment finalement, le Covid finalement a été bénéfique pour vous, on va dire, malheureusement ou heureusement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas très compliqué. Il y avait un énorme besoin, tu as juste envoyé des mails un peu massivement et à la fin, tu avais beaucoup de clients. C'est ça qui s'est passé. Alors, ça a été très vite, ça a très vite changé parce que finalement, pendant que nous, on commençait à avoir des rendez-vous super intéressants avec des agences, etc., il y avait d'autres agences, d'autres boîtes de production qui, par survie ou opportunisme, ont commencé à faire du live aussi, qui avaient déjà des clients bien identifiés et puis ils se sont dit, écoutez, le live en ce moment, ça marche bien, sachez que nous aussi, on peut le faire. Mm-hmm. Et donc, en fait, très vite, on a pendant quelques mois, en fait, on a été presque tout seul, effectivement.
Mais après, dès que tout le monde a commencé à vouloir faire du live, il y a eu moins d'urgence. Par contre, beaucoup de gens qui se sont essayés au live n'ont pas forcément réussi parce que c'est pas juste tu vois, c'est pas juste mettre des caméras et espérer qu'il y ait une bonne connexion. Il y a tout un tas de choses qui font que l'exercice le plus compliqué en audiovisuel, c'est le live. Et nous, on avait cette expertise, on savait anticiper les risques. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été traumatisés du live parce qu'il y a plein de boîtes de prod qui n'ont pas réussi à délivrer le live que leurs clients attendaient. Et nous, alors certes, on était peut-être presque devenus plus chers aussi à un moment, mais c'est parce qu'on avait vraiment les compétences en interne et qu'il n'y a pas un live qui a pété à cause de nous, quoi. Donc en fait, c'est un peu la garantie Uppercast aujourd'hui. C'est que quand on prend la décision de faire un live avec Uppercast, il y aura zéro problème, c'est garanti. Exactement, Ok. c'est ça. Il y a de l'accompagnement. On sait très bien que c'est un métier complexe, donc il y a beaucoup d'éducation à faire. Dès qu'il y a par exemple un plateau éphémère à créer dans un lieu atypique, alors on a fait des centrales nucléaires, on a fait des écoles primaires, on a transformé des salles de conférences de presse en un reveal de Formule E. Enfin bref, on a plein d'histoires hyper intéressantes à raconter. Mais il y a toujours effectivement il n'y a pas de petits projets, on minimise jamais rien. Et par exemple, ça passe toujours par un repérage. On pose beaucoup de questions parce que il y a énormément de choses à prendre en compte. Un petit câble oublié peut faire littéralement péter tout le live et donc le projet sur lequel tu as travaillé pendant des mois. Donc ouais, on sait que c'est quelque chose de compliqué qui ne va pas à tout le monde. C'est pas un exercice qui va convenir à beaucoup de confrères en audiovisuel. Par contre, nous, on est avec des passionnés. On a Adrien et Vincent, ils sont perfusés au live, hein, ils adorent ça. Donc ouais, c'est grâce à ces compétences-là qu'aujourd'hui, on peut couvrir n'importe quel projet live. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait, tu vois, le Mac de la Santé en moins de 4 ans. On les a accueillis chez nous sur notre plateau avec nos propres technologies, ce qui n'a jamais été fait jusque-là pour une boîte de prod qui a moins de 4 ans, quoi, tu vois. Ok, comment tu les as eu le Mac de la Santé en client? Alors ça, c'est un peu de la triche. Parce que on s'est associé avec Vincent, qui est l'un des réalisateurs historiques du Mac de la Santé. D'accord. Et France TV avait un souci de plateau, ils étaient en travaux, donc il fallait qu'ils trouvent un backup pour le Mac de la Santé. Et forcément, ils cherchaient des studios, et Vincent, il a levé le doigt, il a fait nous on a un studio. Et ils sont allés visiter le studio. Alors le studio n'était pas encore aux normes broadcast, on va dire, parce que on avait 6 écrans dans le fond du plateau, on n'avait pas d'écran LED, on n'avait pas forcément de CEDAR, ce qu'on appelle finalement quelque chose qui va pouvoir dénoiser les pollutions sonores sur le plateau. En fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On avait 3 semaines pour qu'il soit aux normes. Donc en 3 semaines, on a repensé tout le plateau pour qu'il puisse accueillir toute une équipe de télévision. Et voilà, et eux, ils ont dit, bon, ok, ils sont déter, ils sont pas chers par rapport aux autres. Et surtout, ils connaissent la maison parce qu'on a Vincent aux manettes. Donc on y allait. Ouais, donc du coup, en fait, parce qu'en fait, c'est assez classique finalement en agence, souvent, ce que font les CEO d'agence, c'est qu'ils vont embaucher des directeurs clientèle qui ont déjà un carnet d'adresses. Et c'est un peu une stratégie un peu classique, commerciale, on va dire, historiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres canaux que ce canal-là un peu historique, un peu classique. Et du coup, au bout d'un moment, tu as fait le tour, j'imagine, de ton réseau, justement, du réseau des fondateurs, et tu as été obligé d'aller chercher un petit peu d'autres choses, parce que là, on parle de 2019, c'était au début, 2019-2020 avec le Covid. Donc je pense qu'au bout d'un moment, tu as dû passer l'étape supérieure. Alors en fait, le Mac de la Santé, ça a été en 2023. Donc, c'était en 2023 ouais. Ok, donc c'était quelque chose que tu as eu un peu plus tard, mais... Ouais, c'est ça. En fait, on a tout de suite commencé à faire du lead gen dès le début, parce qu'en plus, on a une histoire assez atypique, c'est qu'on ne vient pas forcément de l'audiovisuel. Enfin, tous les 4 associés ne viennent pas forcément de l'audiovisuel. Okay. Gab, donc le CEO, il était directeur commercial dans une agence de marketing. Il a rencontré Adrien dans un open space qui lui a parlé de sa petite machine, et là, il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Moi, je venais d'école de commerce, j'ai eu un label, j'ai ensuite été bizdev dans une boîte digitale, mais on venait pas forcément de l'audiovisuel, tu vois. Donc on a tout de suite, on est parti sans client, sans rien. Vincent, il avait ses habitudes aussi en tant que réalisateur, mais on était encore trop jeune pour que lui puisse aussi activer son réseau. Et Adrien, pareil, lui de toute façon c'est des techniciens, donc tu peux pas forcément être vendeur
si tu as une compétence, par exemple, très technique, et c'est pour ça que ça a bien marché aussi, le mariage Ubercast, c'est qu'on était deux avec Gab à vraiment avoir la partie marketing, commercial, et aller vraiment chercher des clients, tandis que les autres, en fait, on leur demandait vraiment de faire leur taf, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Par contre, effectivement, on a été très vite dans la débrouille, parce qu'on n'avait pas forcément de gros réseaux à déployer, sachant qu'on avait un gros réseau de techniciens et de techniciennes, bien sûr, mais pas forcément de clients qui allaient accepter nos solutions. Vincent, c'est très broadcast, et nous, la seule chance qu'on avait d'avoir des clients, c'était plutôt orienté vers le corporate et voir les médias, quoi. D'accord. Mais pas la télévision. Donc à un moment donné, vous avez eu la nécessité quand même de créer d'autres possibilités à travers d'autres canaux. Aujourd'hui, c'est quoi tes canaux principaux d'acquisition? Alors du coup, on a le bouche à oreille, forcément, parce que Classique. c'est de l'artisanat, on est sur le terrain, il y a des gens qui sont devant nos caméras, qui rencontrent l'équipe, qui voient que c'est carré, qui voient que... Oui, Voilà, puisque vous faites un gros focus sur ce que vous délivrez. Enfin, au départ, vous avez fait un énorme focus sur ce que vous délivrez, ouais, pour être sûr que tout le monde soit très content. Ouais, Et peut-être voir même surdélivrer par moment, offrir des choses. exactement. Pour toi, c'est une vraie stratégie, ça, aujourd'hui? C'est une stratégie... ouais, alors nous, on le fait vraiment, en fait, sans penser stratégie, on le fait... C'est le mieux, il faut que ça soit naturel. Exactement, il faut que ça soit naturel. On a toujours cette envie de se dépasser, parce qu'on sait qu'on fait un métier... quand même hyper sympa, tu vois. Ouais. On crée du contenu pour Ouais, les gens, pire, il y a quand même bien pire. Et on veut absolument que déjà les clients soient fiers de ce qu'ils achètent, mais il faut que nous aussi on soit fiers de ce qu'on propose, tu vois. Ouais. Donc il y a effectivement cette envie de surdélivrer et cette capacité à toujours aller chercher plus loin. Si jamais par exemple, je sais pas, j'en ai plein des histoires comme ça, mais un jour on arrive, le décor devait être déjà préfet pour une boîte. On se rend compte que le décor en fait était dans l'autre sens complètement. Donc en fait ça ne marchait pas en termes de conduite, de mécanique d'émission, ça fonctionnait pas. On aurait pu aller gueuler et dire écoutez le décor en fait ça marche pas, il faut que vous rappeliez vos prestataires. On a pris le décor, on l'a retourné. Pareil, s'il manque une caméra sur un tournage, on sent que tu vois une troisième caméra, une quatrième caméra serait plus intéressante. On va peut-être la donner pour une première. Tu vois. En fait on veut vraiment faire en sorte que les gens comprennent qu'on est avec eux sur ce coup-là. On n'est pas juste sur de la transaction, on est sur quelque chose... On veut avoir un contenu qui est mémorable et captivant. D'accord. Et ça, c'est plus fort que nous, en fait. Lorsqu'on va avoir un projet, si on estime qu'il manque des moyens, qu'il manque des moyens humains, techniques, etc., on va chercher à faire le mieux possible et constamment. Il n'y a pas de petit projet, même si c'est un projet qui pourrait être la routine ou une grosse OP archi compliquée. On va vraiment se démener. Ouais, donc tu as un profil passionné, quoi. Ouais. Tu es passionné chez Uppercast. Exactement. Ça, c'est un truc qu'on a remarqué chez Peter Founder, c'est que souvent, tu vois, il y a un peu deux types d'entrepreneurs. Tu as les passionnés, profil un peu artiste. Ça peut être des créatifs un petit peu comme vous, mais pas forcément nécessairement. Et ils ont tendance à être vraiment hyper focus sur ça, sur délivrer, parfois même un peu over-délivrer. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment peut-être de process en dehors de la production. Donc des process de vente, des process de délégation, management, recrutement, process de gestion financière, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi de comprendre, tu vois, comme je te disais en intro, comprendre vraiment, d'avoir des choses un peu actionnables. Aujourd'hui, si y a une boîte, un Uppercast qui naît aujourd'hui, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais plusieurs canaux d'acquisition. J'aimerais bien comprendre ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une boîte qui démarre, qui veut faire comme Uppercast? Déjà, arriver à ce premier milestone d'1 million, j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et puis, surtout dans un marché qui est concurrentiel, il me semble. C'est pas mal concurrentiel. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Du coup, tu m'as dit que le bouche à oreille, évidemment, c'est un peu le classique. Ouais. Mais bon, le bouche à oreille, il existe quand même toujours un gap entre les clients sont très satisfaits ou les partenaires, ils vous adorent et puis ils vous recommandent. Il y a toujours un trou quand même entre les deux qui peut être assez conséquent. Donc, il y en a une petite partie qui vont le faire, mais une grande partie qui ne vont pas le faire. Aujourd'hui, toi, comment tu combles ce gap? C'est quoi tes canaux, du coup? Alors, il y a deux questions en une. C'est quels sont mes canaux et quel serait le process pour une entreprise comme la mienne pour marcher? Ouais, concrètement, si, voilà, encore une fois, tu devais démarrer Uppercast là en 2024, ce serait quoi? Tu commencerais par quoi? Et qu'est-ce que tu mettrais comme canaux en place? Dans quel ordre? Ce serait quoi ton conseil? Alors, mon conseil, je pense que déjà, il faut savoir qui on est. Il faut savoir quelle est notre expertise, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon. Déjà qu'on est vraiment, qu'on arrive à se détacher finalement de la concurrence qui effectivement est assez robuste.
Donc voilà, tu pars déjà sur qu'est-ce que je fais de mieux et où est-ce que j'apporte le plus de valeur. Ensuite, pour moi, tu vas cibler les personnes qui correspondent le plus à tes clients, à ton client idéal. Donc là, tu parles d'ICP, c'est ça, le client idéal. Exactement, ICP. Donc, quand tu dis savoir qui on est, c'est savoir pour qui on délivre le mieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui est-ce qui a le plus besoin de ce qu'on propose? À qui je devrais parler au quotidien pour avoir le plus de clients. D'accord. Et au départ, c'était les agences pour vous? Au départ, c'est les agences. Parce que ceux qui avaient les budgets, les sujets, vous n'avez pas spécialement besoin d'aller voir les annonceurs, qui parfois préfèrent passer par les agences, parfois peut-être de moins en moins aujourd'hui. Ouais, bon, ça je sais pas, mais effectivement, il y avait ces agences-là qui avaient un besoin criant parce que c'est elles qui venaient nous voir dès le début. Parce qu'il n'y avait pas forcément une acquisition et j'avais pas juste besoin d'envoyer des mails pour qu'ils viennent nous voir. Oui. On avait aussi un site internet, on était bien ranké sur Google My Business, sur Maps, tu vois, parce que les gens, tu tapes Studio Paris, tu nous trouvais. Ensuite, on a eu une stratégie d'ADS un peu plus tard, dès qu'on a eu un peu de cash. Ça, tu conseilles de mettre l'ADS plus tard quand tu as un peu de trésorerie, quoi. Bah forcément, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'A/B testing, tu essaies de voir ce qui marche pas. Ça coûte cher, quoi. Et ça coûte cher. C'est un peu un canal de riche, là, les ads. Un peu. Parce qu'on a déjà de la trésor. Ouais, et puis en fait, nous, par exemple, sur les ads, on ne rank que sur le studio, parce qu'on sait que c'est notre plus-value. Donc, tu vois, quand je te parle de plus-value dès le début, on savait qu'on était expert en réalisation et diffusion en direct et qu'on avait un plateau à demeure. Donc déjà, ça, c'est t'élimines une bonne partie des gens qui n'ont pas de studio et qui ne sont pas forcément experts en quelque chose. Ça, c'était une volonté de votre part de faire ce clivage sur le marché, d'avoir Il s'est fait très naturellement parce qu'on avait ces expertises-là. On a Vincent qui est un des meilleurs réals sur la place de Paris et on a Adrien qui est l'un des meilleurs CTO de la place de Paris en termes de live streaming. Tu vois, il a poussé VMX. Nous, on bosse sur VMX. C'est un logiciel de live streaming en fait qui a été poussé à son paroxysme par Adrien. On en fait des formations. On a vraiment tout pensé pour cette interface-là. Donc en fait, on a vraiment 2 techniciens de haute voltige sur cette partie-là. Donc toi, ton conseil déjà pour commencer, c'est de déjà avoir un parti pris assez fort, j'imagine, et techniquement, et potentiellement de bien comprendre qu'il y a besoin de ça. De ce parti pris. Tout à fait. Et ensuite, une fois que tu as compris ça, c'est quoi l'étape d'après? Et une fois que tu as compris ça, alors, moi je pense qu'il faut bien s'entourer déjà. Tu vois, typiquement, alors, tu sais à qui t'adresser, tu sais ce que tu vas dire. Dès que tu as ta cible et que tu sais ce que tu vas raconter, tu vas ensuite devoir te vendre. Et se vendre, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour des gens qui sont des artistes ou des techniciens. Ils n'ont pas forcément l'habitude de ça. Parce que ça s'apprend, tu vois, c'est pas inné et on y reviendra, je pense, sur la vente. Mais on est d'accord que même si c'est pas inné, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Exactement, ah ouais, ça doit s'apprendre. Par contre, il y a un vrai cliché autour de la vente aujourd'hui, c'est que il y a pas mal de personnes qui pensent qu'en fait un vendeur, c'est quelqu'un justement un vendeur né. C'est un peu ce caractère comme ça, très personnalité, très extraverti, etc. Toi, tu confirmes qu'aujourd'hui c'est pas une nécessité absolue. Non, certainement pas. Et puis, en fait, la vente, alors moi, quand j'étais petit, pour moi, le vendeur, c'était quelque chose, c'était quelqu'un de très requin, très intéressé, qui ne pensait que argent et qui essayait, en fait, de déguiser une certaine, un altruisme, en fait, en réalité, il simplement arriver à ses fins. De l'altruisme. En fait, il s'écoutait parler, c'était presque de l'ego, quoi. Et moi, j'aimais pas du tout ça. En tout cas, dans mon inconscient, c'était le vendeur, c'est quelqu'un de pas forcément empathique, etc. Et moi, je considère que je suis assez empathique, altruiste. Et en fait, lorsqu'on m'a dit tiens, Sam, en vrai, tu ferais un bon bizdev parce que justement, t'es comme ça. Moi, je comprenais pas trop, tu vois. Ouais, tu pensais que c'était l'inverse, quoi. Oui, parce que je parle rarement à quelqu'un par intérêt. Voilà, moi, ça me plaît pas. Et puis, du coup, j'ai quand même testé. Il m'a quand même expliqué par A plus B pourquoi je ferais un bon bizdev. Et en fait, j'ai réalisé que le bon vendeur, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute. Ouais. Et moi, en fait, l'écoute, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En fait, ça m'intéresse de parler à des gens, de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, pour ensuite apporter une solution. Parce que du coup, c'est là où je sens que j'ai une plus-value. Et tu vois, si on parle de voiture, moi je pensais que le vendeur, il allait dire regardez ma voiture, regardez les pneus, regardez le hors-bord, regardez les options. Je suis nul en voiture, très mauvais exemple. Mais et en fait, l'idée c'est plutôt de se dire
qu'est-ce que vous recherchez comme véhicule? Est-ce que c'est plutôt une voiture familiale? Est-ce que vous êtes plutôt sport? Est-ce que vous êtes frileux? Donc, est-ce Tu que vous voulez l'aides, un tu vas siège le chevant, guider, ça. c'est ça? Voilà, tu vas le guider. guider la Et à la personne. fin, t'es doublement gagnant en fait. Tu vas apporter une vraie solution, Bien sûr, ça le satisfait, et toi, tu es satisfait d'avoir trouvé une solution. bien sûr. Donc en fait, ce que j'imaginais en termes de vente, ça a totalement changé lorsque j'ai compris ça. Et c'est pour ça que je m'éclate dans mon travail de commercial, hein, même Ouais. si j'aime pas trop ce mot, encore une fois. À cause des clichés de quand tu Bah, c'est ça, parce que quand je dis je suis commercial, la personne va se On dire voit le ah requin. ouais, il veut me vendre quelque chose. Oui, voilà. Mais C'est pas la meilleure posture en oui, vente, je vais te d'ailleurs, vendre quelque chose parce que c'est forcément mon travail. C'est pour ça Mais qu'on échange. d'abord, je suis aussi persuadé qu'on va t'apporter une solution. Oui. En fait, je pourrais pas vendre quelque chose auquel je crois pas. Et là, Oui. vu que j'ai une confiance aveugle en mes associés, les techniciens et techniciennes qui nous accompagnent, les artistes qui font Hoopercast aujourd'hui, mais je sais qu'en fait, je vais apporter une solution. Et par contre, si j'en apporte pas, si je sais que je vais pas en apporter une, bah, je lui dis. Mais je suis persuadé aujourd'hui que Hoopercast peut vraiment être game changer dans la création de contenu de nos clients et futurs clients, si tu veux. Ouais, tout à fait. Oui, de toute façon, aujourd'hui, la vente, malheureusement, il y a encore ce cliché un petit peu qui suit les vendeurs, les commerciaux. Ce cliché-là, encore une fois, Mais il y en a, il y a des requins. Oui, bien sûr, il y a toujours des requins, effectivement. Mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, quand tu vois arriver une personne dans une forte posture de vente, ben, je suis pas sûr que ce soit la personne qui va faire le plus de conversion. Moi, je suis vraiment hyper aligné avec toi et on en a beaucoup discuté pendant notre coaching, du coup, ensemble, mais du fait que le vendeur aujourd'hui, c'est surtout quelqu'un qui doit comprendre s'il peut aider la personne ou non, et avant tout de comprendre le contexte, les points de douleur, les besoins de la personne, avant même d'imaginer vendre quelque chose. Tu peux pas te dire forcément que tu vas vendre quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas compris si ça sert à quelque chose. Donc c'est en ça qu'on parle d'empathie. C'est que probablement qu'il y a un monde où toi, avec Hoopercast, tu peux aider les entreprises, les annonceurs ou les agences à aller plus loin en termes de qualité, en termes de tout en fait. Tu peux les aider à aller à la prochaine étape, mais il faut d'abord que tu les comprennes. Donc c'est ça tout le point. Je reviens à la lead generation si tu veux bien. Ouais. On a parlé tout à l'heure, tu me dis que donc l'ADS, donc on a dit que c'est quand même un peu plus tard en général. Ouais. C'est quelque chose où quand il faut avoir un peu de trésorerie, parce qu'il faut faire comme beaucoup de tests, etc. Et il faut mettre un certain budget au départ. Ouais. Puis techniquement, ça s'apprend, tu vois. Tu fais pas des ads, tu dis pas, allez. Ah, tu avais pas de prestataire pour les ads? Tu as fait ça? On a fait, alors si, on a été accompagné, puis on a fait tout seul. Puis Okay. en fait, vu que c'est quand même, il y a des techniques, il y a des tendances, il y a des choses comme ça, il faut quand même s'aider. Et en fait, c'est important de s'entourer, que ce soit pour du coup de la vente ou même des choses que tu maîtrises pas forcément. Il faut dans un premier temps s'aider. Après, on a une fâcheuse habitude avec Hoopercast, c'est que lorsqu'on comprend pas un truc, bah, on veut le comprendre. Donc on va s'épauler de prestataires pour qu'ils, non pas qu'ils fassent à notre place, mais qu'ils nous apprennent à faire. Explique comment faire. Exactement. Ouais, c'est un petit peu nous ce qu'on fait aujourd'hui chez Better Founder, c'est-à-dire on fait du done for you / done with you, parce qu'à un moment donné, on est persuadé effectivement qu'on a besoin de le faire pour vous au départ, pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Mais ensuite, à un moment donné, il faut que vous internalisiez la chose pour que ça soit pérenne pour vous et peut-être aussi mieux comprendre comment ça se passe, ce genre de sujet. Nous, on pense vraiment que chaque entreprise a nécessairement le besoin de comprendre ce que veut dire la vente chez elle, étape par étape, avant de pouvoir déléguer cette question-là. C'est quand même mieux de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, de vendre quelque chose chez Hoopercast, par exemple. Si tu devais garder qu'un seul canal aujourd'hui, imaginons que tu repars de zéro, donc tu garderais quoi? Donc bon, je vais pas faire bouche à oreille parce que ce serait de la triche, mais en vrai je pense les campagnes outbound LinkedIn. LinkedIn, tu penses que c'est un canal intéressant aujourd'hui? En tout cas pour nous, lorsqu'on s'adresse à des annonceurs ou des agences qui sont effectivement sur LinkedIn, en fait moi j'aime bien le côté outbound parce que ça te permet de créer des connexions, des découvertes, des rendez-vous avec des gens que tu n'aurais probablement jamais croisé sur un tournage où cette personne n'aurait peut-être pas tapé recherche plateau TV Paris et qui tombe sur nous, tu vois. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont, j'imagine, plein de sujets autour de la création de contenu, de la communication, du marketing. Mais ces gens-là, je dois d'abord les trouver sur LinkedIn. Et en fait, ça permet de faire des rencontres qui sont géniales. Ouais, LinkedIn, c'est intéressant, je pense, parce que le réseau il a été littéralement créé pour ça, pour faire du network. C'est vrai que nous, souvent, en outbound, comme on l'a fait ensemble, mais on fait souvent du cross-canal, mail plus LinkedIn. Alors, l'outbound, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait aller contacter des personnes directement par message, par mail ou par LinkedIn. La personne qui va être intéressante pour vous chez l'annonceur ou chez l'agence et qui va aussi être intéressée, potentiellement.
Donc du coup, l'adband, ce serait ce que tu garderais parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, rapport qualité-prix aussi, c'est assez intéressant, non? Ouais, carrément. Finalement, c'est du gross hacking, c'est quelque chose Ouais, d'assez carrément. accessible, d'assez rentable aussi facilement, mais il faut avoir les bonnes stratégies quand même, je pense. Il faut avoir les bonnes stratégies. Effectivement, moi, j'avais une stratégie au début qui était très, synergie commune. Vous êtes dans la communication, nous, on fait du contenu. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Et en fait, toi, quand tu es venu vers moi, tu es venu vers nous avec une stratégie assez différente. Tu es Ouais. venu avec un petit loom, en parlant d'Ubercast, en expliquant pourquoi tu pensais pouvoir nous aider, avec qui tu travaillais. Donc, c'était des confrères, hein, finalement. Donc, on sentait que tu connaissais déjà notre secteur. Et en fait, toutes ces stratégies que tu m'as ensuite apprises, qui ne sont pas uniquement sur de la prise de contact parce qu'il y a peut-être un intérêt commun, il y a forcément un intérêt commun, mais en tout cas pas sur de la... Avez-vous un projet à l'instant T et comment puis-je aider? Oui. C'est vraiment créer des rencontres, s'intéresser à l'autre, etc. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore parler à des gens, rencontrer des gens, essayer de trouver en fonction du secteur, de ce qu'ils font, de leurs enjeux. J'adore trouver des idées, des concepts avec eux. Et c'est pour ça que je m'éclate là-dedans. Alors que sur d'autres canaux d'acquisition, on est peut-être sur quelque chose où on prend moins le temps d'échanger. Et LinkedIn, c'est super pour ça, en vrai. Ouais. Bah, c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse partie du marché aujourd'hui sur LinkedIn qui va se concentrer pour l'outbound sur le cold, donc à froid. Ils vont juste dire, bon, lui, potentiellement, c'est quelqu'un qui est décisionnaire sur mon sujet, je vais le contacter. En réalité, je pense qu'il y a un monde dans lequel il y a on peut amener beaucoup de warmth, de chaleur dans les prises de contact à travers les intentions, donc Ouais. les intents. Donc ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va participer à un webinaire sur LinkedIn sur des sujets qui sont connexes ou liés à ton business ou qui vont avoir montré un intérêt d'une autre façon, peut-être en ayant posté un job, tu vois, une offre d'emploi, donc sur un poste en particulier, et peut-être qu'il va correspondre toi à ce que tu fais. Voilà, les intents, il y en a pas mal. Il y a aussi tout ce qui est signaux d'intérêt. Il y a un monde dans lequel aujourd'hui, toi, vous créez du contenu. Aujourd'hui, toi, tu es assez présent, je pense, sur LinkedIn. Et, Je pourrais plus. tu pourrais plus, je pense que c'est un de tes objectifs, on va en parler après. Et il y a un monde dans lequel toutes ces personnes qui lisent ton contenu régulièrement, ben, potentiellement, ils commencent à mieux te connaître à force de te lire. Ils ont un peu plus confiance dans ce que tu racontes. Et à ce moment-là, c'est intéressant de simplement se dire que peut-être qu'ils ont un peu plus d'intérêt pour toi. Ou s'ils suivent ta page LinkedIn, par exemple, pour moi, c'est un signal d'intérêt qui est assez intéressant. Tout ça, on peut le réactiver, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de stratégies beaucoup plus chaudes que simplement écrire à froid, ce qui est faisable aussi. Hein. Ouais. C'est juste que c'est pas toujours le meilleur pari, même si l'outbound, pour moi, est vraiment, je pense que tu es d'accord avec moi, puisque tu as choisi ça, si tu devais garder qu'un seul canal, c'est l'outbound. En B2B, prestataire de service, l'outbound, c'est nécessairement, je pense, un bon pari aujourd'hui. Avec l'inbound, donc la création de contenu, ben, je veux bien du coup, c'est la transition parfaite. Explique-moi un petit peu aujourd'hui, c'est quoi ta vision, en tout cas pour la lead generation, on reste encore dans ce sujet. Pour toi, c'est quoi le meilleur pari aujourd'hui pour faire du contenu qui peut potentiellement ramener des clients? C'est une bonne question. Après, ça dépend. En fait, ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend de ta cible, ça dépend des valeurs que tu veux transmettre, de ton service, de ton produit. Ça dépend de tes objectifs. En fait, ça dépend de plein de choses. Après, la création de contenu, pour moi, c'est hyper important parce que ça te permet d'éduquer, de divertir, ou d'informer une audience potentielle et des clients potentiels. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant et important aujourd'hui de faire de l'inbound, mais couplé avec de l'outbound, avec donc toutes les campagnes et toutes les stratégies que toi, tu peux mettre en place. Et tu peux d'ailleurs te servir de ton inbound pour ensuite alimenter ton outbound. Tu vois. Regarde, j'ai créé ce contenu, ce post LinkedIn. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas avoir une cible, tu lui dis ça. C'est quelque chose que tu utilises aujourd'hui, ça? Alors, je ne sais pas si je peux l'automatiser. Ouais. C'est un truc sur lequel j'ai pas encore planché. Non. Mais c'est quelque chose qui t'intéresse. Je pense que ça peut fonctionner. En fait, il y a plein de stratégies comme ça qui sont ne pas juste être, encore une fois, dans l'envie de prendre un rendez-vous tout de suite, parce que on va parler à des gens sursollicités à chaque fois. Par contre, c'est si, tiens, j'ai fait cet article, ou j'ai vu cet article, tiens, j'ai fait cette vidéo, ou cette vidéo pourrait t'intéresser, etc. Et qu'en fait, tu donnes de la valeur comme ça à des gens.
À la fin, bon, les gens ils se disent bon, bah, le mec il m'a rien demandé, il m'a pas demandé de prendre rendez-vous, il m'a pas demandé quel était mon budget marketing, etc. Mais il me donne de la valeur, quoi. Ouais. Donc ça mérite quand même, à un moment, c'est sûr, je vais quand même l'appeler pour parler création de contenu, pour parler de ses services, quoi. Donc toi, tu envoies régulièrement de la valeur au lead pour qu'à un moment donné, ils commencent à s'intéresser un petit peu plus à ce que vous faites et ça leur donne envie simplement d'avoir potentiellement un rendez-vous un jour avec eux quand c'est le bon moment. C'est ça. Après, je le C'est fais l'objectif. vraiment si je sens qu'il y a quelque chose. Tu vois, je le fais pas parce que j'ai ma petite liste, mon petit CRM. Ah tiens, il faut que j'envoie un article à telle personne. Tu vois. Ouais. Là, pour le coup, il y a une part massification entre guillemets qui va être je cible ces personnes-là et elles sont dans mon CRM et je vais leur envoyer un premier message. Mais après, si une fois que j'ai eu un premier rendez-vous, un premier message, là, je vais leur distribuer de la valeur parce que aussi j'aurais compris ce qu'ils cherchent, ce qui les intéresse ou pas. Si je leur envoie un article sans jamais avoir parlé avec elle ou avec lui, peut-être que ça va faire plouf et presque je me tire une balle dans le pied. Donc généralement, si je dois partager de la valeur, c'est après un premier rendez-vous, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est du nurturing plutôt. Ouais, Tu mais vas du continuer, nurturing, ouais, exactement. En fait, ça te permet de garder la relation en tension Ouais. entre le lead que tu as rencontré et le potentiel moment où il y aura un besoin chez lui. Alors, il y a une stat là-dessus, ça s'appelle un cycle de vente. Donc, combien de temps ça prend entre le moment où tu rencontres la personne en premier rendez-vous, R1, et le moment où tu signes? Potentiellement, il peut se passer pas mal de temps. Donc, c'est quoi la moyenne d'ailleurs chez toi C'est hyper variable, hein. Parfois, on a des gens qui disent ah oui, Tout de suite, ils ont un shut up and besoin. take my money, une semaine. Super ça. Comme, ouais, bon, c'est pas la plupart des cas, pardon. Ouais, bien sûr. Ça peut être, parfois ça peut prendre un an, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, la stat, c'est à peu près ça. C'est entre 3 et 12, 18 mois. Donc, typiquement, toi, ton objectif, c'est de rester tout en haut de la liste, dans leur tête, top of mind, comme on dit. Ouais. Ton objectif, c'est en leur envoyant de la valeur régulièrement, tu vas les aider à rester, à se souvenir de toi déjà. Parce que probablement qu'ils t'auront oublié. La fameuse courbe de l'oubli, on oublie les gens, Ouais, bien sûr. on oublie tout ce qu'on s'est raconté assez rapidement. 48 heures à peu près, déjà on oublie à moitié. Ouais. Et puis quand ils sont passés plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors là, on disparaît complètement des radars. Donc toi, tu arrives grâce à ton contenu, c'est ça ta stratégie? Grâce à mon contenu ou grâce en fait à ma veille en fait. Quand je vois des choses et que je me dis que c'est forcément intéressant parce que j'ai eu cette conversation avec telle ou telle personne, du coup ouais, je lui envoie. D'accord. Et en fait aujourd'hui, je pense que la massification ça fonctionne plus. Ça fonctionnait avant parce qu'il y avait tout un tas d'outils qui fonctionnaient bien, mais voilà, c'était pas encore. C'était presque une compétence très prisée de savoir scraper et de pouvoir envoyer des messages automatisés. Maintenant c'est démocratisé. Et maintenant, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Les pauvres gens qui sont j'en fais partie, t'en fais sûrement partie. Aujourd'hui, tout le monde se fait sursolliciter avec des messages comme ça qui finalement sont. Je regarde même pas parce que c'est des gros pâtés et t'as pas envie de voir. Tandis que si tu commences à avoir des petits messages par-ci par-là, hey X, trop cool notre dernier rendez-vous. Tiens, au passage, tu parlais de un retour d'expérience client. Regarde ce qu'on a fait pour tel client. Je pense que ça pouvait te donner des idées. Ou alors, tiens, regarde, Netflix a fait un super retour d'expérience avec un acteur. Peut-être qu'on pourrait jouer sur cette vibe, etc. Donc en fait, là, c'est des exemples vraiment très génériques, mais en tout cas, tu penses à la personne et ça, c'est le truc que j'adore faire en fait. Donc, je le fais vraiment naturellement et je suis persuadé encore une fois que si on doit créer du contenu pour cette personne, je sais qu'avec tous les gens qu'on a autour de Hoopercast, on arrivera à lui faire un contenu qui correspond à ce qu'il voulait, quoi. D'accord, ok. Du coup, alors, je résume pour ceux, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont envie comme Sam, Gab, Adrien et Vincent que j'ai pas encore rencontré, c'est pour ça que je me souviens pas de son nom, désolé. En off. Salut Vincent, ouais, exact. On fait un café après. Allez, ça marche. Donc du coup, pour ceux qui auront envie de faire comme vous, toi, ton conseil, c'est quand même à un moment donné de prendre du temps, vraiment du temps pour justement faire de la génération de leads, parce que ça, on va dire que ça rend plus solide ta boîte, dans le sens où si on compte uniquement effectivement sur cette question de bouche à oreille, c'est bien, mais ça va pas forcément être éternel. Et il y a un monde dans lequel aussi, ça suffira pas pour aller là où on veut. On va être un petit peu fragile et potentiellement on va avoir des plannings un peu, c'est pas toujours, des fois c'est plein, des fois ça ralentit un peu et on maîtrise pas vraiment sa croissance. Donc toi, ton conseil quand même aujourd'hui, c'est vraiment prenez du temps pour vous former, vous faire accompagner sur développer des canaux qui vous permettent d'avoir une maîtrise de ces sujets-là. Et
aujourd'hui, toi, le fait d'avoir, enfin, vous savez tourner, vous savez faire des films, etc., du contenu, donc vous avez cette chance quand même de pouvoir faire vos propres contenus pour les ads, c'est ça? Ouais, alors Du en coup, fait, ça réduit un peu les budgets. nous, pour la partie ads, on sait qu'il y a une intention de recherche de la personne. Forcément, elle tape Plateau TV Paris, location Plateau TV Paris. Donc en fait, on n'est pas partout sur la création de contenu parce qu'effectivement, il y a une grosse concurrence. Il y a des gens qui, par exemple, en motion design, vont avoir 10 000 plus de références que chez nous. Mais nous, on va capitaliser sur certains mots-clés sur Google Ads. Donc nous, on a un plateau, on a un des plus beaux plateaux de Paris, en tout cas, c'est mon avis. On fait en sorte que lorsqu'une personne recherche un plateau TV ou un studio TV, bah, on soit dans les premiers résultats. Et c'est ce qui se passe. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont de toute façon une intention de chercher un plateau pour tourner, qui vont arriver dans nos messages privés et qui vont vouloir un rendez-vous ou une visite. Donc voilà, et nous, effectivement, vu on a toutes les compétences en interne aujourd'hui pour réaliser de A à Z une émission, que ce soit en demi-journée ou en journée, nous, c'est là où aussi on fait le plus de marge, tu vois. Donc forcément, vu qu'on fait le plus de marge sur ce genre de choses, on est à la maison. Le ROI est quand même très bon sur ce canal-là, quoi. Quand tu dis ads, c'est quelle régie? Vous publiez où? Google. Google. Ouais. SIA du coup, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Vous faites pas d'ads, je sais pas, YouTube avec de la vidéo? Alors du YouTube, Vous avez essayé ça? on en a fait un petit peu. Alors, ça a donné quoi? Ça a donné qu'on a eu beaucoup de vues. Ok. Pas beaucoup de conversions? Ouais, alors après, ça, c'est des choses qu'on doit vraiment améliorer. C'est la data, bien cibler les personnes qui sont sur le web, etc. Parce que tu vois, je pense qu'il y a eu beaucoup de vues, mais c'est parce qu'on a droppé une vidéo de présentation d'Ubercast très générique finalement, mais presque trop générique. Et vu qu'on est sur du YouTube, par exemple, bah, y a beaucoup de gens, des particuliers qui vont voir notre pub, qui vont forcément cliquer. On sait à quel point c'est relou aussi une pub sur YouTube. Enfin, moi, je déteste ça. Donc ouais, il y a sûrement ces axes d'amélioration-là à faire. Il y en a encore plein d'autres qu'on n'a pas fini d'explorer et qu'on va explorer. Quelque chose de plus catchy, c'est ça? Quelque chose qui va un peu plus... Ouais, plus catchy et en tout cas mieux ciblé, parce qu'en fait, si on sait exactement balancer la bonne vidéo au bon moment à la bonne personne, là, pour le coup, ça peut vraiment être intéressant. Après, pour l'instant, les ads, ça fonctionne bien. On a aussi, vu qu'on fait de plus en plus de création de contenu hors live, on va aussi aller sur ces territoires-là, parce qu'on est aussi, Ubercast, très catégorisé en boîte de production live, tu vois. Il y a beaucoup de clients qui nous disent « Ah, bah, je savais pas que vous faisiez aussi de la création de contenu plus traditionnelle, reportage, doc, motion design, etc. » Ces choses-là, on le fait, mais on est encore trop identifié broadcast. D'accord, ok. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que du coup, on est vraiment l'une des boîtes les plus capées en broadcast de Paris, et ça, c'est super. Mais on a aussi d'autres champs d'exploration et des territoires d'expression créatifs qu'on aimerait montrer de plus en plus, quoi. D'accord, ok. C'est quoi ta prochaine étape, du coup, c'est quoi les prochains canaux que tu veux développer? Que tu aimerais tester, en tout cas, pour le 2024-2025? Moi, je pense que, en fait, la stratégie que j'ai envie de déployer, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se le permettre, c'est give to get. Okay. Donc, c'est donner pour potentiellement recevoir. En gros, c'est donner de la valeur sans forcément espérer en retour, mais quand même montrer un prémisse de ce que tu es capable de faire. Dans le sens où, par exemple, là, j'ai testé ça il n'y a pas longtemps. C'est venu un peu comme ça, hein, mais on était sur un gros salon où j'avais un client qui faisait une vidéo. Donc, moi, j'avais un vidéaste sur place. Et en fait, on a 1h30 encore sur le salon et le tournage est terminé, etc. Plutôt que de partir chez soi, moi, je me dis, ah bah attends, là, il y a un de mes top clients de rêve qui a un stand. On va aller les voir donc je leur dis écoutez, moi j'adore votre marque, est-ce que vous voulez une petite vidéo gratuitement, on vous fait une petite vidéo de pourquoi vous êtes sur ce salon là, qui vous êtes, c'est quoi vos actus, etc. Donc trop content, ils disent bah ok, bon on a plein de vidéastes hein, mais pourquoi pas, donc ils y vont là du coup on prend des petites vidéos, on prend en interview un des standistes, je sais pas ça. Oui, voilà. Standiste, allez. Et voilà, on en fait une vidéo de 1 minute 30 et voilà, et je l'envoie au contact qui m'avait donné son adresse mail.
Et ils ont kiffé le geste, tu vois. Ils ont kiffé le fait qu'on ait fait une très belle vidéo, qu'on ait pris du temps pour eux, gratuitement. Et après, on s'est donné des nouvelles pendant plusieurs mois, tu vois. Je leur disais, hey, c'est quoi les news? Ils me disaient, ah, tiens, j'ai vu sur ton post sur LinkedIn, ça fonctionne bien, je suis contente pour vous, etc. Bref. Il y a eu des discussions et in fine, c'est devenu mon client. Bravo, super. Ouais, c'est cool. Donc si je décortique, tu l'as croisé, tu t'es dit allez let's go, je lui fais une vidéo gratuite. Ouais. Ensuite t'as resté en contact. Je suis resté en contact. Tu t'es débrouillé pour continuer à donner des news, envoyer de la valeur probablement. C'est ça. On s'est mutuellement donné des news, donc trop Super. cool. Très et puis à la fin, ils ont dit voilà, j'ai un sujet vidéo, parlons-en. Donc, et en fait, c'est ça. Je pense que faut pas. Et tu parlais de ça, des boîtes qui ont peut-être du mal à trouver leur stratégie d'acquisition. Je pense qu'il faut aujourd'hui donner beaucoup de valeur. Parce que forcément, ça te sera bénéfique à la fin. Ouais, je suis d'accord. C'est un gros levier. Et tu vois, typiquement, là, ce qu'on fait avec les plateaux de podcast, donc on est en train de créer 2 plateaux de podcast, on n'a pas encore communiqué dessus. Okay. Donc, c'était l'un des premiers qui sait. Cette chance-là. Et en fait, on sait qu'avec le podcast, c'est un exercice beaucoup plus facilement activable. Okay. Tu arrives, les lumières sont là, les micros sont là, les caméras sont là. C'est beaucoup plus simple à enclencher qu'un plateau télé où là, il y a des moyens humains et techniques qui peuvent être très importants. Et en fait, ce pivot du podcast, ça va permettre que des gens puissent inviter d'autres gens et en fait qu'on crée beaucoup de valeur, beaucoup de rencontres dans ce même lieu qu'est Hoopercast, tu vois. Et ça, c'était depuis le jour 1, on s'est toujours dit, notre plateau, on veut que ce soit un terrain de jeu pour le plus de monde possible, un territoire d'exploration créative où on va pouvoir avoir des idées, des concepts. Tu veux que c'est un lieu de rencontre. Exactement. Et ça du coup, ça aide à vous faire connaître, en fait, concrètement. Ouais, en plus, c'est ça. Qu'est-ce que vous offrez, du coup parce que c'est une stratégie un peu give. Ouais, en fait, la stratégie, ça va être de s'appuyer sur des créateurs ou des créatrices de contenu qui ont une vision, par exemple, sur un podcast, sur une saison, sur un concept. Et nous, en fait, on va les aider là-dessus. On va leur dire, t'as une saison à faire. Si on voit que c'est sérieux, si on voit qu'il y a une ambition créative... si en fait ça match sur tous les points, tant sur le fond que sur la forme. La forme, ça va être notre sujet. Là, tout de suite, on va aider ces gens-là. Tu vas un peu over-délivrer, c'est ça? Tu vas le faire un peu plus que ce qui était prévu? Ouais, et puis en fait, s'ils veulent tourner... il est content, et après, ils seront contents. S'ils veulent venir faire plusieurs émissions, soit sur une seule journée, ils font plusieurs émissions, ou alors c'est dispatché, on se dit, tiens, le vendredi, c'est pour toi, il n'y a pas de problème. En fait, on n'a pas besoin, en fait, aujourd'hui de proposer du podcast à prix cassé. On peut vraiment faire en sorte que ce soit un terrain de jeu pour ces créateurs de contenu qui ont une audience, qui ont des invités à faire venir en plateau. Et nous, en fait, on sait que peut-être ça créera de toute façon des connexions et effet boule de neige. Tiens, j'étais sur le plateau d'Hoopercast, ils m'ont fait kiffer parce que le plateau était beau, l'équipe et l'accompagnement étaient au top, etc. Et ça fait que tu as envie de revenir et qu'à la fin, on se fait une réputation et qu'on peut ensuite aller sur d'autres formes de contenu, pas que sur le podcast, mais si demain ton podcast il marche, tu peux peut-être faire une vidéo, tu peux peut-être faire un hors-série sur un plateau, tu peux peut-être faire des petites capsules un peu partout. Ça, c'est ce qu'on fait. Ok. Et est-ce que tu actives l'adband ensuite pour, par exemple, aller chercher le réseau de ces partenaires? En fait, c'est des gens, c'est des clients, on va dire, sur lesquels tu as fait de l'over-delivery, donc ils sont très contents. Peut-être qu'ils seraient vraiment très chauds pour te recommander. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas aller récupérer, scraper leur réseau, voir si dedans il y a des gens qui leur ressemblent, les contacter? C'est des choses que tu fais déjà avec le Client Network, on a appris à le faire ensemble, mais peut-être qu'aujourd'hui tu le fais aussi avec ces partenaires-là? Écoute, pas encore, parce qu'encore une fois, c'est vraiment tout neuf, la partie podcast, mais effectivement, c'est des choses qui sont importantes et intéressantes. Parce que forcément, lorsque tu t'accroches à quelque chose, tiens, regarde, on a fait un podcast avec Nicolas, et que dans ton réseau, j'ai certaines personnes qui pourraient effectivement être intéressées par du contenu, être sensibles à nos services. Et moi je dis, voilà le contenu, qu'est-ce que tu en penses? Et là tout de suite, il y a un point commun. Donc il y a de toute façon une sorte de icebreaker qui est par défaut déjà instauré, tu vois. Donc, plus il y a de la pertinence dans la prise de contact, mieux ça marche. Exactement. Ça, on le répétera jamais assez. Ouais, vraiment. J'aimerais juste finir ce podcast sur la question vente, parce que c'est intéressant. On a beaucoup parlé de lead generation. On a parlé aussi de votre capacité à vraiment essayer de bien comprendre comment vous positionnez sur le marché aujourd'hui,
notamment techniquement, mais aussi sur d'autres sujets, aussi une culture de l'over-delivery qui vous permet d'avoir beaucoup de bouche à oreille aussi. Toi, la vente, c'est quoi ta vision de la vente? Parce que, encore une fois, la vente, il y a deux sujets. Il y a avoir des rendez-vous et ensuite les convertir. Par rapport à la conversion, comment tu gères tes cycles de vente? Comment tu gardes le contact? C'est quoi ta stratégie et c'est quoi ta vision? Bah déjà, si j'arrive à enclencher un rendez-vous, si on part du rendez-vous numéro 1, voilà. Ouais. Donc premier rendez-vous, déjà moi je me présente rarement, si ce n'est jamais en premier. Ok. Parce que j'ai besoin de comprendre que fait la personne, c'est quoi sa boîte, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses enjeux, ses objectifs, etc. Après, j'ai posé des questions parce que c'est hyper important de savoir pourquoi ce call il a été pris. Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a déjà eu de la création de contenu auparavant? Comment ça se fait en interne, etc. Il y a toutes ces questions-là qui vont être hyper importantes pour moi pour ensuite, effectivement, me présenter et vraiment aller me présenter avec des faits qui l'intéresseront. Si elle est sensible au podcast ou qu'elle est au contraire sensible au plateau télé ou au Comment tu arrives à déterminer ça? Bah justement, je pose beaucoup de questions. En fait, j'essaie d'avoir un maximum de creuses un maximum pour avoir un maximum d'informations. Exactement. Sur lesquelles tu vas t'appuyer ensuite pour gérer correctement ton rendez-vous. C'est ça. Donc après, du coup, je me présente, j'explique ce qu'on fait, j'explique comment on peut potentiellement aider, etc. Après, donc forcément, je crois que la stat, c'est t'oublies 90% d'un call très vite, en 48 heures, tu vois. Oui. 48 heures, c'est à peu près la moitié, on va dire. Donc moi, je prends toujours des notes et à la fin, très vite, et ça c'est toi qui me l'as appris, c'est faire un récap par mail de voilà, notre échange, le contexte, vos pain points, voici ce qu'on fait, voici les questions qu'on s'est posées, voici ces réponses et voici les prochaines étapes. Oui, parce que quand tu échanges avec quelqu'un, par exemple, si tu as échangé avec une seule personne, il y a un monde dans lequel il y a beaucoup plus de décisionnaires. Ouais. Donc déjà, ça veut dire que la personne, si tu lui donnes pas les clés pour qu'elle te vende en interne, qu'elle soit capable d'avoir les clés pour en parler en interne et dire « Uppercast, c'est super cool, il faudrait s'y intéresser », bah, si tu lui donnes pas les clés, elle va oublier. Parce qu'il y a à la fois elle oublie ton rendez-vous, et même si elle a réussi à la convaincre, elle va se déchauffer petit à petit. D'ailleurs, on voit souvent des super rendez-vous. Moi, je parle souvent avec des clients moi au départ qui disent j'avais un rendez-vous de fou. La personne a disparu. Pourquoi elle disparaît? Parce qu'elle se rappelle plus vraiment ce que vous êtes dit. Plus le temps passe, plus elle oublie. Et elle a pas su correctement convaincre en interne. Donc le récap, il sert à ça. À ce que la personne puisse convaincre les autres en interne que c'est cool de travailler avec Uppercast, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Et puis tu vois, effectivement, le fait d'instaurer une prochaine étape, une date, c'est hyper important aussi. Parce que tu vois, si jamais on se dit, bon, bah, c'était cool, à la prochaine, bah, t'as déjà perdu. Il n'y a jamais de prochaine, Voilà, il n'y a jamais de prochaine. Donc, par contre, si t'as bien listé tes questions, si t'as bien compris quelles étaient ces échéances, pire mot à dire en podcast, et que finalement, bah, t'as compris qu'il y avait une potentielle prochaine étape, il faut instaurer une date. Tu peux pas te permettre de ne pas avoir de next step après ce call-là. Donc, en fait, tu instaures un nouveau point, que ce soit dans 3 semaines, dans 3 mois, mais en tout cas, il faut une date de... Il faut garder la relation. Voilà, il faut se débrouiller à avoir des étapes. Voilà. Et après, si jamais c'est trop tôt pour en parler, ben, les gens ils te préviennent. Enfin, généralement, ils ghostent pas comme ça. Et entre-temps, tu auras eu le temps, en amont du rendez-vous, de distribuer de la valeur, des choses comme ça. Mais voilà, et il faut ça. Et après, effectivement, une fois ce point étape fait, il y aura sûrement eu du nouveau, des choses sur lesquelles s'appuyer. Et puis tu vas avoir aussi la possibilité de prendre des nouvelles, de refaire encore un nouveau point étape, etc. jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement un projet. Sachant qu'en plus, on l'a dit en intro tout à l'heure, les cycles de vente, ça peut être long. Ça peut prendre plus d'1 an. Donc en gros, si tu ne prends pas de rendez-vous réguliers, que tu n'arrives pas à garder des touch points, des points étapes, des points de contact réguliers avec ton lead, il y en a une énorme partie qui va disparaître dans la nature et tu vas perdre beaucoup de deals. Donc tu auras peut-être beaucoup de leads, mais tu n'auras pas beaucoup de deals derrière. Moi, je trouve que la North Star, le truc sur lequel on doit se concentrer avant tout, le truc vraiment, ton étoile du Nord, c'est la conversion. Moi, je préfère faire moins de leads et plus de deals. Ça me paraît le plus logique. Ouais, je suis totalement aligné là-dessus. Hein. Donc après, ça passe par, encore une fois, un bon ciblage, la bonne réponse à ces questions.
Et voilà. Et il y a aussi la notion de vampire. Oui. Tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui vont prendre des rendez-vous avec toi parce que ils s'ennuient un peu, voilà, ils font le tour des prestataires, etc. Il faut aussi réussir à les identifier, ces gens-là, parce que c'est vrai que si tu prends trop de nouvelles, trop de points étapes qui ne servent finalement à rien, Ouais, tu perds ton énergie. Ouais. et tu perds, du coup, lui aussi perd son temps. Je préfère qu'il aille, je sais pas, faire du sport plutôt que de me prendre 30 minutes. Bon, les vampires, en général, tu vois. c'est pas ça qui les dérange, c'est plutôt toi que ça va déranger. Bah, c'est ça. En fait, il y a un monde dans lequel il faut absolument comprendre qui est le décisionnaire quand on a un rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose d'assez sous-coté. On n'ose pas trop demander parfois, alors que c'est hyper important. Ouais. Est-ce que, pour ça, il y a des hacks très simples. Il suffit de demander, peut-être, moi, je suis assez cavalier en commercial, personnellement, je le demande, est-ce que tu es décisionnaire ici? Est-ce qu'il y a d'autres décisionnaires? Donc, je pose la question. Et si on ne se sent pas de le faire, peut-être demander simplement qui, d'habitude, gère ces sujets, comment ça se passe, c'est quoi les process chez vous, qui intervient à quel moment. Ça te permettra de comprendre peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus, qui signe le chèque, éventuellement. Et si ce n'est pas la personne avec qui tu échanges qui peut payer, c'est terrible parce qu'elle n'aura jamais l'occasion vraiment de te dire oui, puisqu'elle ne paye pas. Par contre, elle ne va pas forcément te dire non, elle va peut-être te laisser traîner pendant un petit moment. Ouais. Donc, il faut absolument avoir la capacité de comprendre assez rapidement si c'est le décisionnaire et valider à une prochaine étape si le décisionnaire est OK. Est-ce que ça te dérange qu'on envoie un mail à décisionnaire et juste pour valider qu'on avance ensemble? S'il est OK, moi j'avance avec toi et je te donnerai toutes les infos. Ouais, je suis d'accord. Après, est-ce que tu es décisionnaire? Moi, je trouve que c'est une question très frontale qui peut presque piquer l'ego. Mais en même temps, ça te fait gagner du temps. Moi, j'ai du mal avec cette question. Par contre, une de mes questions, ça va être comment vous êtes organisé en interne. Voilà, c'est ça, c'est une autre manière un peu plus douce. Moi, j'arrive à créer en général en R1 une relation assez chaude qui fait que je suis à l'aise à poser des questions. Parce que j'estime que pour moi, le commercial, c'est horizontal, c'est pas vertical. C'est-à-dire, mon lead peut attendre beaucoup de choses de ma part, mais j'attends des choses de la sienne aussi s'il veut qu'on avance ensemble. Et si on a fait suffisamment le taf de lui donner envie et de lui faire comprendre qu'on est vraiment bon pari pour lui, il y a un monde dans lequel il a envie de travailler avec nous, donc il a envie d'avancer, mais il y a des conditions à remplir pour avancer. Notamment, est-ce que qui signe le chèque, est-ce qu'il est OK pour avancer? Du coup, vraiment pour finir ce coup-ci, j'ai une dernière question, c'est quoi vos prochaines étapes? Je sais que là, vous avez réussi du coup à atteindre le premier million. Encore une fois, c'est un milestone symbolique très important. Est-ce que tu penses que là, vous avez ce qu'il faut pour aller chercher les 9 prochains? Donc, passer de 1 à 10. Parce que moi, il y a un monde dans lequel je pense que le plus dur à débloquer, c'est de 0 à 1 million. Et une fois qu'on a débloqué ça, c'est pas que c'est facile ensuite, mais on a déjà normalement plus ou moins les process en place, on a fait le job pour aller à la suite. Du coup, c'est quoi votre ambition avec Coppercast? Où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que vous voulez vous arrêter éventuellement ou pas? Alors effectivement, si on m'avait dit il y a 4 ans, vous aurez 3 plateaux à demeure, vous aurez fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est des trucs qui me paraissaient impossibles à l'époque. On part de pas grand-chose, si ce n'est rien. On a les 4 associés, on pensait comment faire du chiffre et être rentable à le petit câble qui traîne sur un tournage pour éviter que ça pète. Donc si tu veux, on a connu beaucoup de choses. On s'est formé beaucoup, on a fait du terrain, on a eu plusieurs casquettes. Donc c'était quelque chose de très éprouvant, mais c'était un kiff absolu parce que forcément, tu vis pas forcément tout le temps ça dans une boîte. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est super. En termes de vision, là, on s'est vraiment diversifié depuis 4 ans. Au début, on était un prestataire technique. Maintenant, on a la casquette d'agence vidéo où on crée du contenu multicanaux, multiformat. Et je pense que c'est la suite logique. Nous, en fait, aujourd'hui, dès qu'on reste des passionnés de la création de contenu. Donc, tu vois, si on doit réaliser d'autres choses, aller sur de nouveaux territoires d'exploration, il y a plein de choses à faire encore, hein, tu vois, différents secteurs. Vous voulez diversifier? Ouais, je pense parce que on a peur de la routine. Tu ne penses pas que le focus, c'est le meilleur moyen quand même d'avoir la croissance que tu souhaites? En fait, tu vas avoir... Il y a le focus avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que, tu vois, on va avoir le live qui est resté notre métier numéro 1 et qui reste notre métier numéro 1. Mais c'est nos techniciens, aujourd'hui, et toute une autre équipe qui est vraiment dédiée à ça. Donc, c'est plus vous qui vous en occupez? Non. Donc, on est d'accord, quand tu es CIO, à un moment donné, il faut un peu te séparer de la production un minimum. Complètement. Sinon, tu ne peux pas vraiment assumer ton rôle de CIO et driver la croissance. Gab, il était avant directeur de production. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est lui qui drive la vision, etc. Ouais. Et c'est clairement un truc qui était nécessaire.
qui était aussi vital lorsqu'on était vraiment que 4 à galérer et à se lever pour charger un camion à 6h du matin et finir à 23h. Et en même temps, en parallèle, tu devais gérer un devis, puis faire un call client, puis gérer plein de casquettes, quoi. Voilà, plein C'est de le classique un peu, non? C'est la classique, mais maintenant on s'est bien structuré pour que en fait aujourd'hui des projets live se soient menés d'une main de fer par nos chargés de production. Les techniciens, Adrien, Vincent, qui sont très bons dans l'exercice du live, ils savent le faire et c'est vraiment c'est leur terrain de jeu. Et nous, effectivement, on va explorer d'autres choses. On a recruté des super personnes en montage, à la réalisation aussi de documentaires, reportages, etc. Donc en fait, la vision, c'est créer du contenu sur mesure, toujours avec la qualité et l'excellence qu'on veut y mettre et l'énergie qu'on veut y mettre. Et on va être, je l'espère, la boîte de production qui est la référence en création de contenu à Paris, puis en France, et puis... je suis convaincu. Là, vous donnez en tout cas beaucoup d'efforts pour ça. Là, c'est vrai que nous, on a beaucoup parlé de vente et d'acquisition. Déjà, on a fait beaucoup ce travail ensemble chez Uppercast, mais là, en ce moment, comme tu sais, on parle aussi pas mal d'autres sujets comme créer une culture d'entreprise, créer des process de recrutement, de management, tout ça. C'est vrai que ça, je pense que potentiellement, c'est vraiment les prochaines étapes pour vous pour qu'on comprenne bien qui est Uppercast finalement, quelles sont vos valeurs fondamentales, qui vous êtes réellement fondamentalement, c'est quoi votre ADN, retravailler un peu plus, préciser ça, pour vraiment que sur le marché, on vous identifie très très vite, on vous associe directement à certaines choses, à certaines valeurs. Et ça, c'est potentiellement les prochaines étapes aussi pour vous, je pense. Ouais, totalement. Effectivement, le management, c'est un sujet parce que en 4 ans, il s'est passé énormément de choses. On est passé de 4 personnes à 16 personnes, donc c'est tout un travail. En 4 ans, c'est ça ? Ouais. Ouais, ça a dû réorganiser les choses, non ? Ça a dû réorganiser les choses. Ça a été aussi... tu vois, c'est la première fois aussi, quelque part, qu'on a une boîte avec autant de personnes à gérer, à Gab, moi, Adri, Vincent. Donc c'est aussi tout ce travail qui n'est pas là du savoir-faire, c'est du savoir-être, c'est prendre des décisions au bon moment, être juste, et en même temps être ferme sur, comme tu l'as dit, des valeurs, mais aussi des process. Donc il y a plein de choses comme ça. Et ouais, donc... ce pèlerinage de 4 ans nous a permis d'apprendre plein de choses sur le management, sur la culture qu'on a insufflée et qui, en fait, c'est pas nous qui avons créé notre culture, c'est la culture qui a été faite grâce à tous les projets et toutes les expériences qu'on a vécues, tu vois. Donc, on a presque subi notre culture, mais elle nous correspond tout à fait parce qu'elle est dans l'ADN du travail, de la rigueur et en même temps d'avoir une équipe qui fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Peut-être la prochaine étape, c'est de vraiment bien les définir et de les porter avec conviction. Il y a plein d'étapes. Il y en a toujours plein d'étapes, ça c'est sûr. Mais oui, ça en fait forcément partie. Comme l'acquisition, on n'a jamais fini d'en faire. Mais je pense que là, vous avez quand même quelque chose d'assez solide aujourd'hui. Ouais, mais bon. C'est assez serein pour aller chercher les prochains millions. Toujours serein. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Sam pour ton temps, c'était super cool d'échanger et merci pour toutes ces précisions. J'espère que ça a pu aider quand même pas mal de gens, d'entrepreneurs. Peut-être sur ton secteur d'activité, mais pas que, parce que je pense qu'en fait, une agence, un studio, peu importe le sujet, ça se ressemble quand même dans la structure. Ouais. Donc j'espère que tu as pu aider ceux qui aimeraient arriver au même résultat qu'Uppercast. Et puis peut-être qu'on refera un podcast prochainement pour reparler des prochaines étapes chez vous. Ouais, complètement. Et puis s'il y a encore des questions de ton audience à propos de Uppercast, de ce qu'on fait, etc. Je reste à disposition. Bien sûr. N'hésitez pas à écrire à Sam. N'hésitez pas à m'écrire aussi. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir écouté ce podcast. Et puis au prochain. Salut.